Bonjour à toutes et tous. Donc, très heureux de vous accueillir pour cette table ronde sur le thème « Innover pour sécuriser la disponibilité de la ressource en eau ». Alors, je vais me présenter très succinctement. Donc, je suis Hervé Gaborio, directeur général du pôle DREAM Eau et Milieu, qui est localisé en région Centre-Val de Loire. Alors, le pôle DREAM en région Centre-Val de Loire, le pôle Hydréos en région Grand Est et le pôle Aquavallée en région Occitanie et Sud-PACA. Ce que j'ai juste insisté, ça représente un écosystème de 480 acteurs de l'innovation. 70-80% d'entre eux sont des entreprises et en particulier des start-up, des TPE, PME. Donc je dirais que ça témoigne déjà, ça fait tout à fait le lien, on vient de parler d'innovation avec Madame la Ministre, c'est déjà un témoignage de du dynamisme français en matière d'innovation s'agissant des enjeux de l'eau. Alors, s'agissant justement des enjeux de l'eau, bon, je pense que les grands événements climatiques récents nous ont quand même fait prendre cruellement conscience de l'importance des enjeux d'eau. Je rebondis sur ce que disait Madame la Ministre. Retenez que sur 10 impacts du changement climatique, 8 sont liés à des enjeux autour de l'eau. Enfin, l'eau est liée à 8 de ces 10 impacts du changement climatique. Alors, on a tous pris conscience que l'eau est de nature à fragiliser notre développement. C'est un enjeu pour la santé et l'environnement. C'est un enjeu pour les activités économiques, industrielles et agricoles. C'est un enjeu pour les territoires en lien avec leur aménagement. Le président de la République donc, a annoncé son plan eau, vous vous souvenez, le 31 mars 2023. On y retrouve des grands enjeux, notre capacité à organiser la sobriété, on retrouve un peu en écho ce qui a été dit sur l'énergie, notre capacité à optimiser la disponibilité de la ressource en eau, on va l'évoquer dans cette table ronde, ou évidemment les enjeux de qualité liés à la ressource en eau. L'innovation, là aussi, pour l'eau comme pour l'énergie, c'est un impératif, mais aussi un levier pour faire face à ces différents enjeux de l'eau, pour mettre en œuvre cette transition hydrique. Alors, ce que je trouve intéressant, on est aussi dans le domaine ici de la green tech, c'est que cette transition hydrique, elle est un peu à la croisée de la transition écologique et de la transition numérique. Et donc, c'est évidemment un formidable champ d'innovation pour les green tech. Un point important qui est très marqué aussi pour l'eau, et on va vraiment l'illustrer avec les intervenants, c'est que l'innovation, elle est plurielle, parce que les enjeux de l'eau sont pluriels. C'est-à-dire que l'innovation peut être bien sûr de nature technologique, c'est ce qui vient en général en premier à l'esprit, mais cette innovation doit être par exemple sur la nature réglementaire. Elle peut être également dans le champ des sciences économiques. On va avoir de nouveaux modèles économiques pour accompagner les investissements autour de l'eau. L'innovation doit évidemment être également dans le champ des sciences humaines essentielles pour pouvoir accompagner les changements, acceptabilité du changement. Ce sont des éléments tout à fait essentiels et je pense qu'on va l'illustrer avec les différents intervenants. Et puis, en tout dernier lieu, je ne vais pas essayer d'être trop long, mais vous allez voir, l'eau est un enjeu horizontal, transversal, multi-acteur. Je pense que dans les différentes interventions, vous allez voir, alors, ce qui peut apparaître comme une complexité doit également être vu de façon optimiste comme un formidable levier d'innovation. De cette richesse des acteurs peut naître des innovations tout à fait originales. Voilà, j'ai sans doute été déjà trop long, donc je vais sans tarder passer la parole aux 4 intervenants qui vont vous illustrer la richesse de l'écosystème de l'eau. Donc nous accueillons aujourd'hui dans l'ordre Pascal Cosut de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, Jérôme Bailly, directeur innovation de chez Suez, Catherine Laillot, présidente directrice générale du BRGM, le service géologique national, et enfin Kevin Nirsimlo, qui est directeur marketing et prospective de la société ingénierie Altereo. Je vais donc sans tarder passer la parole à Pascal Cosut. Donc je vous disais, Pascal Cosut travaille à l'IGEDD, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, ce qui lui permet de bien connaître la politique publique de l'eau. Il a été également acteur de 2 missions particulièrement emblématiques, l'une concernant ce qu'on appelle les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, mission desquelles on tire un certain nombre d'enseignements. Et il a également travaillé sur l'inventaire national des plans d'eau avec l'établissement d'un tableau de bord de suivi des volumes stockés. Donc, Pascal Cosut, je vous invite, fondé sur votre expérience, à nous présenter la politique publique de l'eau, son organisation en grande mission, le rôle que peut jouer cette politique publique. Et puis, deuxième partie de ma question, j'ai noté dans vos activités, on parle d'intelligence collective dans la recherche d'efficacité, de dynamique collaborative, de partage, d'articulation, d'enrichissement mutuel. Je vous laisserai éventuellement donner du corps à ces notions à partir de vos expériences. Merci Pascal. Tout ça en 5 minutes. Donc bonjour à tous. Alors on a tous le même problème, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau de spécialité vous êtes dans le domaine de l'eau. Donc on imagine qu'il y a des gens très pointus sur les technologies ou les différentes dimensions de l'eau, d'autres qui connaissent peu.
Donc on m'a chargé de vous donner un panorama très très rapide de ce qu'on appelle la politique publique de l'eau. J'ai 2-3 diapos, mais simplement pour que ça vous serve de fond de décor, mais il faudrait passer à la suivante. En fait, quand on dit politique publique de l'eau, vous n'avez pas réussi à le lire, mais ce sont des politiques publiques de l'eau, ou du moins la politique publique de l'eau au niveau national, alors cadrée par les différentes lois sur l'eau et certaines directives européennes qui donnent aussi des directions et des enjeux. Elle est structurée en 11 missions de service public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez une mission de service public qui est sous la responsabilité du ministère de la Santé, qui est le contrôle sanitaire des eaux de consommation et de baignade. Vous en avez une autre tout au bout que j'ai mis en bas sur toutes les utilisations des milieux aquatiques pour la pêche ou l'aquaculture. Donc là, qui est plutôt piloté par le ministère de l'Agriculture. Et puis toutes les 9 autres sont pilotées par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et ça va de choses que vous connaissez bien, comme tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la planification, c'est-à-dire la préservation des milieux aquatiques, avec des schémas directeurs qui fixent des grandes règles au niveau des bassins, jusqu'à la protection des populations, la prévention des inondations et la protection des populations. Et puis certaines sur comment on répartit la ressource en eau. Voilà. Donc dites-vous qu'il y a 11 missions de service public sur l'eau. Le deuxième point, c'est que pour chacune de ces missions, le schéma état, pression, réponse est pertinent. C'est-à-dire qu'on a bien un milieu naturel qui peut être vu sous l'angle quantitatif, hein, quelles sont les ressources en eau, est-ce qu'elles sont en surface ou en souterrain, qui peut être qualitatif en termes de milieu aquatique et de leur préservation. Et ce qu'on appelle les pressions, c'est toutes les activités entreprises qui vont avoir un effet. Alors que vous préleviez de l'eau, ça va être une pression quantitative, ou que vous rejetiez des produits, des nitrates si vous êtes dans l'agriculture et d'autres molécules si vous êtes dans l'industrie. Voilà, ce sont des pressions. Et donc on a toujours cette dualité entre on a besoin de cette ressource en eau de qualité, mais toutes nos activités la dégradent. Et donc, comment trouver un équilibre, comment réguler nos actions. Et la façon de réguler les actions, c'est ce qu'on appelle les réponses. Ça peut être le cadre législatif, le cadre réglementaire, des aménagements. Donc, on est bien sur ce triptyque état, pression, réponse, qui est assez classique. Mais en fait, au cœur de ce triptyque entre pression, état, réponse, il y a alors c'est un slogan, je vais dire l'intelligence collective. Vous savez tous que dès qu'on parle d'eau, c'est conflictuel. Alors, on a tous en tête les enjeux, les contestations autour des bassines. La création de retenues, la création de nouvelles retenues est toujours problématique. Et ça, c'est lié au fait que les acteurs sur un territoire ont des visions, des objectifs, des contraintes, des historiques différents. On peut, et c'est notre lot, hein, on peut vivre du conflit, mais l'objectif, c'est d'amener les différents acteurs à exprimer leur point de vue, à partager de la connaissance, à partager des analyses, et au final à trouver des compromis. Et on parlait tout à l'heure de l'idée que ce que la loi pousse, c'est que sur des territoires, les acteurs des territoires se mettent d'accord sur la façon de gérer l'eau. Ce n'est pas l'État qui va dire depuis le ministère, voilà comment vous allez gérer l'eau sur votre territoire. Donc on appelle ça des projets de territoire de gestion de l'eau, où on amène les différents groupes sur le territoire, les associations de protection de l'environnement, les collectivités territoriales, les irrigants, les industriels, à se concerter. Voilà. Donc c'était l'idée état, pression, réponse et comment alimenter l'intelligence collective. Pour alimenter l'intelligence collective, il faut des espaces de dialogue et il faut de l'information. Et il faut que ce soit une information mise sous une forme adaptée aux visions de chacun des acteurs. Donc il y a des processus d'innovation à positionner sur ces différents aspects. Je vais vous illustrer particulièrement 2 aspects qui sont liés à la disponibilité de la ressource en eau. Le premier, c'est que finalement, si vous avez besoin d'eau, il y a 3 façons de la stocker. Il y a le manteau neigeux et la glace. On n'a pas beaucoup de la maîtrise sur ça. Sinon, le fait que c'est en train de diminuer. Il y a les eaux souterraines, et Catherine en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a ce que l'on peut stocker dans des plans d'eau, dans des retenues. Alors, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. Dans les plans d'eau et les retenues, on stocke à peu près 15 milliards de mètres cubes en France. Quand on dit 15 milliards, il y en a 3 milliards en Guyane qui ne vont pas être très utiles pour la métropole ou pour d'autres. Et donc, une question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'avoir un tableau de bord qui permet de connaître en temps réel quel est l'état des stocks, et notamment s'il est plutôt élevé par rapport à l'habitude à cette date ou s'il est plutôt bas.
Donc on a un certain nombre d'acteurs, notamment de l'innovation, autour du Centre national d'études spatiales, ont développé des méthodes de suivi satellitaire des plans d'eau et d'estimation de l'évolution des volumes. Alors, je vous passe sur la technique. On mesure les superficies en eau, on utilise des techniques et notamment on traite les modèles numériques de terrain pour avoir la relation entre superficie en eau et volume. Et ça permet ensuite, avec les satellites de l'Agence spatiale européenne qui passent tous les 5 jours, d'avoir un suivi hebdomadaire fin de l'évolution des volumes stockés. Et je vous ai mis ici simplement 3 courbes pour illustrer. Alors, actuellement, on suit 500 retenues et à partir de l'an prochain, on va suivre 3000 puis 5000 retenues au niveau national, à comparer aux chiffres de 18 000 plans d'eau de plus de 3 hectares. Donc, c'est un exemple où l'innovation autour de l'imagerie satellitaire permet d'informer l'ensemble des acteurs des territoires sur les ressources en eau stockées à leur échelle. Et je vais illustrer sur la dernière diapositive qui, elle, montre plutôt comment on peut amener les acteurs à partager de l'information. Jusqu'ici, on n'avait pas d'inventaire national des plans d'eau en France. Alors, on l'a mis en route en 2022 et on va le publier à la fin de l'année. Donc, si vous voulez garder des chiffres en tête, 330 000 plans d'eau de plus de 1000 m² et 18 000 plans d'eau de plus de 3 hectares. Cet inventaire national, il va servir de référence. Mais ce que l'on constate, c'est que beaucoup d'acteurs sur leur territoire ont déjà engagé des inventaires locaux. Et ces inventaires locaux sont très hétérogènes parce qu'une chambre d'agriculture ne va pas faire un inventaire de la même manière qu'une fédération de pêche ou qu'une direction départementale des territoires ou qu'une agence de l'eau. Et donc, quand on construit un inventaire national aux côtés des inventaires locaux, il ne faut pas imaginer que les gens vont abandonner l'inventaire local dans lequel ils ont investi de l'énergie depuis 5 ans. Donc, il faut trouver les bons modes d'articulation. Et on va passer à la dernière diapositive. Et là, l'idée, ça a été, et on l'a fait avec l'Institut national de géographique et forestier, l'IGN, donc, on a développé un portail collaboratif qui permettra à tous les acteurs de territoire d'aller extraire de l'inventaire national toutes les informations qui les intéressent sur leur territoire. Et si eux-mêmes détiennent de l'information et souhaitent la partager, ils pourront la reverser dans l'inventaire national. Voilà, il n'y aura aucune obligation, mais ce sera une possibilité. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de trouver un bon mode d'articulation entre des objets hétérogènes qui couvrent à différentes échelles le territoire national. Donc voilà, quelle peut être la place du collaboratif dans la construction de cette intelligence collective autour de l'eau. Et je vais m'arrêter là, simplement en vous disant que si, dans le cadre de vos travaux d'innovation, je vous ai parlé des 11 missions de service public, vous souhaitez avoir des éclairages ou des contacts sur certaines de ces politiques publiques, c'est notre rôle aussi bien des collègues que de moi-même. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pascal. Je vous propose de poursuivre donc avec Catherine Lagneau, qui est donc la PDG du BRGM, l'établissement public de recherche et d'expertise dans le domaine des sciences de la Terre. Donc l'eau est un thème central au BRGM, avec un programme scientifique spécifique sur les ressources en eau souterraine en lien avec le changement global. Rappelez aussi que le BRGM, avec le CNRS et l'INRAE, copilote un programme national de recherche et d'innovation qui s'appelle One Water au bien commun. C'est un programme très structurant de 10 ans, 50 millions d'euros. Donc Catherine Lagneau, on souhaiterait que vous puissiez nous présenter l'action du BRGM dans le domaine donc, de la sécurisation, de la disponibilité de la ressource en eau, en évoquant comment vous concevez l'innovation à partir des avancées actuelles et futures de la recherche. Et puis j'ai aussi une petite question complémentaire. On est preneur de votre éclairage sur la question de la territorialisation des enjeux de l'eau. Le BRGM est présent en région, à la fois en métropole et en outre-mer. Donc avoir votre éclairage sur cette dimension-là. Merci beaucoup. Merci Hervé. Alors peut-être en guise d'introduction, je vais représenter un petit peu le BRGM. Peut-être vous le connaissez tous ou peut-être pas. Donc il s'agit, tu l'as dit, du service géologique national. Ça veut dire qu'il a en charge toutes les questions liées au sous-sol. Et c'est un établissement de recherche et d'expertise qui est sous tutelle principale du ministère de la Recherche, mais aussi des ministères techniques que sont ceux de la transition énergétique, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, on en parlera, et du ministère de l'Industrie, les héritiers du ministère des Mines. Donc, au-delà de l'eau, nous avons d'autres grands enjeux qui nous intéressent, liés au sous-sol, qui sont ceux des risques liés au sous-sol et l'aménagement du territoire. On verra d'ailleurs que
Quand on parle eau, on est obligé aussi de s'intéresser aux risques associés des solutions proposées. On travaille aussi sur tous les sujets liés à l'après-mine et la surveillance du territoire sur ces sujets. Bien sûr, nous avons une mission aussi de connaissance du sous-sol, de connaissance géologique, mais aussi des ressources minérales. Dans le cadre de... Je précise tout ça parce qu'on est quand même dans un séminaire Green Tech Innovation, donc bien sûr, vous pouvez être intéressé par l'ensemble de ces problématiques aussi, mais vous avez entendu que dans le cadre de la planification écologique du gouvernement, le président de la République a annoncé la relance d'un grand inventaire des ressources minérales, et c'est au BRGM de l'organiser. On connaît en partie notre sous-sol, heureusement, mais on n'est pas allé dans le passé rechercher les ressources nécessaires aujourd'hui à la transition énergétique. Donc on va aller regarder ce qu'on a peut-être déjà sorti d'ailleurs dans les résidus miniers, et regarder les potentiels de notre sous-sol. Potentiel aussi lié à la transition énergétique, potentiel géothermique et les capacités de stockage de CO2. Donc tout ça, ce sont des enjeux du moment et j'allais dire en croissance sur l'ensemble de ces sujets. Nous sommes également très positionnés, je dirais, ou très avancés sur tous les sujets, et on en parlera sûrement, liés aux données, aux services, aux infrastructures numériques, qui sont évidemment, en tant que service national, nous sommes là aussi pour rendre disponibles les connaissances et les données à l'ensemble de nos citoyens et des usagers que vous êtes. Alors, je reviens au sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui est la gestion des eaux souterraines. Alors, tu l'as dit, Hervé, effectivement, nous copilotons un grand programme national, c'est un PEPR. C'est vraiment ces projets qui sont assez structurants pour l'organisation de la recherche française. Avec l'INRAE et le CNRS, c'est un grand programme qui s'appelle One Water, eau bien commun, qui montre bien dans son intitulé à quel point le sujet de la gestion de l'eau est un sujet par nature transversal, stratégique, commun à l'ensemble des grands enjeux de notre siècle. Alors, quels sont les axes de travail scientifiques sur lesquels, plus particulièrement, nous travaillons, nous, BRGM? Alors d'abord, c'est un enjeu que vient de nous exposer... alors, j'ai oublié votre nom. Pascal. Ah oui, c'est là. Vient de nous exposer Pascal, c'est l'enjeu de l'information, de la connaissance. Parce qu'en réalité, on ne connaît pas bien la ressource en eau, en tout cas la ressource en eau souterraine. Alors vous allez dire, elle est gonflée, ils publient un bulletin des nappes tous les 15 jours, ils doivent savoir ça par cœur. Pas du tout. On sait, on regarde à travers une de nos responsabilités qui est le réseau piézométrique, l'évolution du niveau des nappes. Donc ça, on le sait à peu près. Mais le stock, la quantité exacte qui est contenue dans le sous-sol, on ne le sait pas. On ne le sait pas partout, en tout cas. On aurait les moyens de le savoir, mais c'est compliqué de le savoir partout. Ça aussi, ce serait un grand inventaire des ressources en eau qu'il faudrait conduire. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, alors, je ne sais pas à qui je m'adresse si vous êtes des sachants, mais évidemment, les nappes, c'est pas des grandes réserves d'eau, des lacs souterrains ou je sais pas quoi. C'est de l'eau contenue dans des roches qui ont des porosités différentes. Et selon les territoires, la nature de ces nappes n'a rien à voir. Elles ont une dynamique différente. C'est pas l'eau, elle reste pas stagnante quelque part. Elle bouge plus ou moins vite. Il y a des nappes qui sont plus ou moins réactives à la recharge. Donc, tu le disais, Hervé, nécessairement, ce sont des enjeux de territoire qui sont très variables selon les territoires. Les usages dépendent des territoires. Il y a des territoires qui sont plus agricoles, il y a des territoires dans lesquels on utilise beaucoup d'eau pour refroidir des centrales qui produisent de l'électricité. Il y a des territoires dans lesquels il va y avoir plus ou moins d'industrie, donc les usages n'ont rien à voir. On ne les connaît pas toujours très bien, les prélèvements. On a des données qui nous viennent des agences de l'eau, mais il y a aussi des prélèvements, des puits plus privatisés, etc., qu'on ne connaît pas. Il y a une dynamique dans le sous-sol qu'on ne connaît pas toujours très bien, ou en tout cas qui dépend des territoires. Évidemment, c'est différent. La porosité est différente selon qu'on est dans des sables, des granulats, dans des roches sédimentaires, du calcaire dans lequel il y a des karstes. Vous imaginez bien que c'est différent du granit en particulier aussi, ou des roches volcaniques par ailleurs. Donc tout ça
toute cette dynamique, cette géologie est profondément territoriale. Et nous avons un ensemble de projets sur l'ensemble de notre territoire. Tu l'as dit, on est implanté partout. Nous avons 18 directions régionales et dans chacune, il y a, et de plus en plus, des projets liés à l'eau. Je peux peut-être en citer un en particulier, puisque tu parlais du centre Val-de-Loire. Nous avons un projet qui s'appelle Juno, un projet de recherche, qui est de créer un jumeau numérique du sous-sol, qui permet, alors l'avantage des jumeaux numériques, c'est que ça permet aussi de simuler des crises extrêmes, et de regarder comment réagit le sous-sol. Donc voilà le type de projet de recherche qu'on peut faire sur la compréhension de ces processus physiques dans le sous-sol. J'ajoute qu'un autre enjeu en termes de connaissances et de projets de recherche, alors j'ai parlé un peu de l'enjeu quantitatif, il y a un enjeu qualitatif, bien sûr, de surveillance de la qualité des eaux. Il y a beaucoup de recherches liées à la métrologie, c'est pas forcément d'ailleurs que porté par le BRGM, mais c'est un enjeu assez majeur. D'autant que, vous le savez, les substances qu'on va rechercher évoluent, on en découvre de nouvelles, et c'est de plus en plus compliqué d'aller les rechercher. Et nous travaillons notamment sur les processus de diffusion de ces substances dans le sous-sol. Alors ça, c'est cet enjeu de connaissance, de compréhension qui n'est pas fini, qui n'est toujours en cours, qui est un peu au cœur de nos missions BRGM. Mais pas seulement, évidemment. Nous sommes là aussi pour aider, être en appui à la décision, aux politiques publiques. Et nous travaillons sur des outils de modélisation, de prévision. Alors il y a des outils qui sont déjà disponibles à travers Météonap en particulier, qui essaie de faire de la prévision à horizon 6 mois du niveau des nappes. Mais évidemment, nous travaillons aussi à des prévisions plus long terme en fonction des grands scénarios de changement climatique qui permettraient d'estimer, et on sait combien c'est compliqué, à la fois quantitativement et qualitativement la ressource en eau souterraine à plus long terme. Alors c'est compliqué, d'autant que s'agissant de la qualité de l'eau, on imagine que par exemple le fait qu'il y ait moins d'eau dans les sous-sols modifie la diffusion des pollutions en particulier. On sait que s'il y a moins d'eau dans les sous-sols, il y a des risques d'entrée d'eau salée sur les côtes. On sait que moins il y a d'eau, plus ça concentre les pollutions. Donc il y a plein de sujets aussi liés à la qualité des eaux qui font l'objet de projets de recherche et qui sont extrêmement importants dans le cadre du changement climatique. Alors, la gestion de la ressource en eau, c'est la connaissance, c'est la prévision, c'est aussi essayer de développer des solutions d'adaptation. Alors, il existe des solutions technologiques déjà mises en place dans des territoires. Je pense de recharge maîtrisée des nappes, où on essaye d'aller prendre de l'eau dans les cours d'eau quand ils sont très hauts, de les amener par des canaux dans des nappes assez réactives qui permettent de recharger ces cours d'eau quelques mois plus tard. On ne fait pas de recharge à long terme aujourd'hui, mais ce sont des recharges à horizon quelques mois qui permettent de un peu fonder sur la nature, ça aussi, mais c'est un peu... on construit des choses quand même pour essayer de maîtriser un petit peu ce cycle de l'eau sur les territoires. Et puis, il y a toutes ces solutions fondées sur la nature qui sont pas forcément des solutions high-tech, mais des solutions où on essaye de réfléchir de façon un peu systémique, et on en vient sur ce que tu disais, sur la nécessité d'avoir un regard à 360 degrés sur les solutions mises en œuvre. Et évidemment, ces solutions fondées sur la nature sont par nature des solutions pluridisciplinaires qui, au-delà des solutions qu'elles permettent sur la gestion de la ressource en eau, permettent une amélioration de la qualité de l'air, la régulation des températures en ville, la protection de la biodiversité. Alors, ça veut dire quoi, des solutions fondées sur la nature ? Là aussi, on a un projet de recherche, d'ailleurs, et au niveau européen sur ces sujets, pour essayer
de spécifier ce que ça veut dire et de les promouvoir. C'est des solutions déjà dans les milieux agroforestiers, des solutions liées aux pratiques agroécologiques. On a démontré que le non-labour des terres, par exemple, permet une meilleure infiltration des eaux, une meilleure recharge des nappes, que les cultures intermédiaires le permettent, que la recréation de haies, etc., de prairies semi-naturelles aussi, permettent une meilleure recharge des nappes souterraines. Donc voilà des solutions non technologiques, néanmoins probablement durables pour améliorer la recharge en eau. Il y a aussi, on étudie, on a des projets de recherche plutôt sur les milieux urbains ou périurbains. On sait qu'il y a un sujet de désimperméabilisation des milieux urbains, peut-être de déconnexion des réseaux d'eau. On a un projet de recherche en particulier avec la métropole de Lille sur ce sujet, avec une nappe qu'on connaît assez bien, la nappe du Cray, si je ne me trompe pas, qui est assez connue. Donc on essaie de regarder ces dynamiques liées à ces solutions fondées sur la nature. Évidemment, il y a d'autres solutions liées, au milieu directement aquatique, qui est le reméandrage des cours d'eau, qui sont la recréation de zones humides ou des recharges maîtrisées, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, je tiens à préciser ou à dire, puisque je l'ai évoqué en introduction, qu'il faut toujours avoir un regard sur les risques associés, que tout ça n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on pense toujours à la pénurie d'eau, aux sécheresses, et on se dit qu'il faut recharger les nappes. Néanmoins, on sait aussi, et on l'a vu récemment, qu'on a des risques très forts d'inondation, que si on recharge trop les nappes, on a des risques de remontée des nappes qui accroissent les phénomènes d'inondation. Donc, vous voyez que toute cette dynamique de l'eau face à des aléas de plus en plus extrêmes nécessite des modélisations très fines, une compréhension très fine de l'hydrogéologie locale. Et donc, on en revient à ce que tu disais, ce sont toujours des solutions locales, territoriales, liées aux spécificités propres au territoire, et on ne peut pas promouvoir des solutions générales, et de plus en plus cela nécessite un travail de recherche et d'expertise très localisé. Voilà, peut-être je l'ai dit pour ça, peut-être pour rebondir ou renouer avec l'introduction sur les sciences humaines et sociales nécessaires à la gouvernance de ces sujets. Il est certain aujourd'hui qu'on ne peut plus trouver de solution sans avoir un regard à 360 degrés, sans avoir un regard systémique, sans inclure des regards différents, et que les solutions proposées sur la gestion de la ressource en eau ne peuvent pas être que techniques. D'ailleurs, nous-mêmes, au BRGM, on a un plan de recrutement, de déploiement de ces disciplines de sciences humaines et sociales qui semblent indispensables pour faire face demain à ces enjeux majeurs que sont ceux de l'eau. Merci. Voilà en quelques mots. Merci Catherine pour ce panorama très complet. On va poursuivre donc avec Jérôme Bailly, qui est directeur innovation au sein du groupe Suez. Alors l'innovation, vous le savez, toutes et tous, je pense, est vraiment au cœur de l'action de Suez. J'ai noté 1600 brevets, 300 experts ou chercheurs. Donc c'est tout à fait important d'avoir aussi votre point de vue. Donc là aussi, Suez est animateur et créateur d'innovation dans les écosystèmes territoriaux où il est implanté. Donc on est preneur, Jérôme, de votre vision de cette dimension territoriale de l'écosystème d'innovation. J'ai peut-être aussi une autre question dans le temps contraint dont nous disposons. Suez est également très présent à l'international, mais l'avantage d'aller à l'international, ça peut permettre de voir ce que les autres ont mal fait, mais aussi ce que les autres ont pu mieux faire que nous, comment ils ont pu aller plus vite, plus loin. Et donc là, on est aussi preneur de votre expérience. Quelles seraient les bonnes leçons à retenir d'expériences réussies à l'international? Je vous passe le micro. Merci Hervé, bonjour à tout le monde. Juste avant, je vais vous repréciser un petit peu Suez, parce qu'il y a 2 ans, on a toujours beaucoup entendu parler de OPA, Veolia, Suez, etc. Il reste toujours beaucoup de confusion. Donc Veolia a racheté
une partie, à peu près la moitié de l'activité internationale de Suez. Aujourd'hui, Suez est une entreprise donc basée en France, indépendante et même concurrente de Veolia, 40 000 collaborateurs, à peu près 2/3 de l'activité en France, 1/3 à l'international, plutôt en Asie, en Australie, en Angleterre. Moitié de l'activité, c'est l'eau potable, l'eau usée, de la construction, l'exploitation des réseaux. L'autre moitié, ce sont les déchets, de la collecte, de la transformation en énergie, du recyclage et de la valorisation. Le politique de Suez, c'est de se différencier, notamment par l'expertise, par la technologie, par l'innovation. Et donc on investit beaucoup sur les technos, sur des sujets de construction. Voilà, je fais partie des gens qui ont des moyens en augmentation. Donc ce qui, dans le contexte en ce moment, je suis un homme heureux. Dans mon portefeuille, je m'occupe de la recherche, du développement, donc de l'innovation et également de l'activité de venture. Hein. Donc on a également un fonds, on prend des participations dans des startups ou parfois on a des partenariats avec vous. Donc vous êtes... j'allais dire, mon cœur d'activité. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? 3 messages sur ce sujet de la ressource. Le premier, c'est que... c'est que on a toute une partie, un premier volet qui va être l'optimisation de la ressource et des infrastructures. Donc je vais en parler. Le deuxième, on va reparler effectivement des usages, parce que la technique, c'est bien, mais ça ne va pas tout faire. Et le troisième, on va prendre encore plus de recul et puis se dire qu'est-ce qu'on pourrait encore changer pour arriver à résoudre ces défis. Et notamment en regardant ce qui est fait ailleurs à l'international. Alors sur le sujet de la disponibilité des ressources, en fait, il faut reprendre un peu de recul et en fait, il y a de l'innovation, on a besoin d'innovation un peu partout, effectivement sur la ressource, vous en avez parlé, sur la prévision. Ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, c'est prévoir à 10 jours combien on va avoir d'eau. Et là, je vais plutôt vous parler de l'eau potable, l'eau industrielle, dans les tuyaux, dans les réseaux, pas trop de l'eau agricole. On sait bien prévoir à 10 jours la quantité d'eau. On sait bien prévoir les consommations. Donc, ce que vous allez utiliser en eau, j'allais dire à 5% près, c'est bon. Donc, on voit bien les deux et on sait prévenir des éventuelles crises à 5 jours. On sait assez bien, finalement, à 20-30 ans, voir quelles sont les grandes tendances et du coup prévoir les infrastructures. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et donc si vous avez des idées, c'est effectivement cette prévision à 3 et 6 mois. Parce qu'on n'est pas devin en termes de prévision de météo, parce que les nappes, c'est compliqué, parce que c'est du super territorial. Et là, il y a une vraie demande de la part des collectivités d'être beaucoup plus assertifs sur le 3 et 6 mois. Donc les innovations sont les bienvenues. Après, la ressource, la préserver, effectivement. Donc, la recharge de nappes. Alors, on exploite effectivement déjà des recharges de nappes. Hein. Dans l'ouest parisien, si vous habitez dans l'ouest parisien, vous avez donc on prend de l'eau de la Seine pour alimenter les nappes et on produit de l'eau à partir de ça, ou dans le nord. Ça, c'est plus trop innovant, mais c'est des belles pratiques. Une fois que vous avez l'eau, en fait, derrière, il faut la rendre potable. Et donc, rien que là, dans les productions d'eau, vous avez des pertes. Hein, pour transformer de l'eau de la ressource en eau qu'on met dans les tuyaux, selon le procédé, vous avez entre 2% et 10-15% de pertes. Donc là aussi, il y a des besoins d'innovation, notamment sur les usines où il y a des traitements en membrane. Il y a encore trop de pertes, donc ce qu'on appelle le zéro liquid discharge. Pareil, ça c'est des sujets qu'on regarde où il y a encore des choses à faire. Une fois que vous avez pris votre eau, vous l'avez dépolluée, il faut la mettre dans les tuyaux. Et alors là, il y a un gros boulot, parce que dans nos tuyaux, il y a grosso modo 20% de pertes. Donc on a plein de technologies effectivement de recherche de fuite, et donc il y a des choses plus ou moins, alors les anciennes, hein, c'est à partir du son, vous voyez ça, des choses un peu plus innovantes où on injecte par exemple de l'hélium, et puis derrière on va, pour l'hélium parce que c'est sans danger pour le consommateur, et on va regarder en surface si on trouve des microtraces d'hélium. Si oui, ça veut dire que quelque part il y a des fuites. Il y a des choses, vous parliez de l'utilisation des satellites pour prévoir, pour regarder un petit peu quels étaient l'état des stocks d'eau. Alors nous on utilise aussi avec des startups, là, en l'occurrence il s'agit d'une startup israélienne qui s'appelle Astera, mais il y en a d'autres, où on regarde effectivement pour se dire, d'un point de vue probabilité, où est-ce qu'il y a des probabilités de fuite. Et quand on regarde, le satellite il regarde par exemple des mouvements de sol,
d'un mois sur l'autre. Et là où la chaussée a bougé un petit peu, ben c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Ou des taches de couleur. Si en plein milieu d'un champ, au mois de juillet, ou au mois de juillet, il y a du vert, c'est peut-être qu'il y a une fuite d'eau et que les plantes... voilà. Donc il y a beaucoup d'innovations sur ces sujets-là, sur l'utilisation de l'imagerie satellite pour améliorer... Alors on ne détecte pas la fuite au mètre, mais en tout cas en OSI, ça permet de cibler nos zones de recherche de fuite. Donc c'est toujours là également il y a des sujets à faire. Sur le renouvellement, alors avec vous, avec Catherine, donc un autre sujet par exemple, c'est d'utiliser les fibres optiques existantes pour détecter effectivement des fuites d'eau, parce que le taux d'humidité influe sur la vitesse de propagation des signaux. Je ne suis pas sûr que tout le monde savait ça. Alors on a également des jumeaux numériques. Pareil, alors que où dans les réseaux en fait on simule en fait les flux d'eau, hein, c'est des modèles hydrauliques qui marchent assez bien. On les corrèle en temps réel avec par exemple des capteurs de pression. Et le jour où on a un signal qui est décalé par rapport à ce que prévoit le modèle, on se dit là il s'est passé quelque chose. Donc des solutions il y en a beaucoup. Mon problème en fait c'est que généralement la mise en œuvre de ces solutions coûte cher. Et donc c'est pas tant la solution, c'est l'adéquation coût de la solution par rapport effectivement à la valeur que ça apporte. Donc une fois que j'ai trouvé mes suites sur les réseaux, il faut être également intelligent pour bien renouveler les réseaux d'eau. Alors les réseaux d'eau, un réseau d'eau, il faut savoir qu'en France, on renouvelle à peu près à hauteur de 0,6% par an. C'est-à-dire qu'en moyenne, compte tenu de l'argent disponible et des travaux qui sont faits sur les réseaux, il faudra 130 ans pour renouveler complètement un réseau d'eau potable. Or, la durée de vie d'un réseau d'eau potable, c'est pas 130 ans. Donc, devant nous, on a juste un problème. Donc, on est très intelligent. Il y a beaucoup aussi de start-up qui travaillent ça, c'est-à-dire essayer de cibler au mieux avec 1 euro à quel endroit j'investis cet euro-là dans le réseau, sachant qu'on n'a pas le droit de faire de trous. Parce que faire un trou pour aller voir comment est le réseau, ça coûte cher. Donc en fait, il faut, sans faire de trou de la chaussée, arriver à déterminer par de l'IA, de la statistique et autres, quelle est la probabilité qu'un tronçon va casser, et se dire, je vais aller faire des travaux à tel endroit, et puis j'espère que quand je vais ouvrir la chaussée pour réparer le tuyau, ou pour remplacer le tuyau va vraiment être dégradé. Donc vous voyez, le champ des possibles, il est assez important. Et on va... alors ça suffira pas, hein, parce que l'IA, ça permet, et la data, ça permet d'être meilleur, mais à un moment donné, on vieillit. Voilà, c'est comme l'IA, c'est notre docteur, donc ça nous permet de vivre un petit peu plus âgé, mais à un moment donné, on risque d'y passer. Voilà. Alors ça, c'est toute la partie technique. Mais quand on met bout à bout tout ce qu'on arrive à trouver, entre l'optimisation sur la production, sur les fuites, sur le renouvellement, à la fin, on va arriver à une vingtaine de %. Où est-ce qu'on peut économiser beaucoup en fait, sur l'usage ? En fait, ce sont sur les usages. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est que la technologie hard, ça suffit pas, et pourtant c'est un ingénieur qui vous parle, et un sacré ingénieur, c'est qu'en fait, il faut toucher au comportement. Et donc on a des équipes de sociologues, effectivement, et on commence à faire du nudge. Et là, on travaille très fortement avec les collectivités pour modifier les usages. Donc avec Brive, on a un des premiers contrats de sobriété hydrique où notre engagement collectif, c'est de réduire l'usage de l'eau d'une vingtaine de % avec la collectivité. Et du coup, de manière scientifique, on teste des choses. Et ça peut être des pommeaux de douche économes avec Hydrao, qui était une start-up maintenant qui devient un peu plus grande. Ça peut être de l'arrosage intelligent du jardin pour voir combien on économise. Ça peut être tout simplement Et donc on teste sur des familles équipées, pas équipées. On fait du gaming également et on regarde combien de temps ça dure. On travaille également avec la régie de Bordeaux sur les établissements publics, parce que là, les habitants c'est un, mais les établissements publics, comment on peut faire économiser de l'eau sur une piscine, sur un stade, à la mairie. Voilà, donc ça c'est des activités, je pense que Kevin doit connaître. On travaille avec d'autres également à Agde sur le tourisme, sur les campings, parce qu'en fait, en règle générale, c'est l'été qu'il y a des problèmes d'eau, et donc c'est dans les zones touristiques où il y a beaucoup de touristes l'été qu'il y a un stress, ça accentue le stress hydrique. Donc comment faire sur ces zones-là ? Voilà, donc ça c'est mon deuxième message.
Et donc là, sur la régie de Bordeaux, on travaille également avec une start-up qui s'appelle Agvo, mais qui n'était pas aujourd'hui là. Ça, c'est mon deuxième message, c'est la technique, c'est bien, ça ne rendra que plus facile ou moins pénible notre transformation. Et puis derrière, si on prend du recul sur ce qui se fait ailleurs, ben oui, je vous confirme qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On a besoin de choses qui sont parfois assez low-tech. Il n'y a pas besoin parfois de chercher des choses. Le reuse, donc la réutilisation de l'eau. Technologiquement, je pense qu'on connaît à peu près tout. Il y a des problématiques de réglementation. Effectivement, donc sur lesquels il faut un peu se battre, mais je donne toujours cet exemple-là, à Agde, pour réussir à faire admettre d'utiliser de l'eau recyclée, donc qui vient de stations d'épuration pour de l'arrosage du Golfe. Ça a pris 2 ans de formalité et ça a été présenté comme un pilote. Et donc les allègements de réglementation dont nous parlait Madame la ministre, elles sont bienvenues. Il y a encore beaucoup de boulot parce que ça va pas assez vite. Il faut s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger. Alors moi j'ai vécu 4 ans en Australie et là-bas il est impensable d'avoir un parc public arrosé avec de l'eau potable. C'est juste, ça serait une aberration. Et donc les élus, ils avaient le choix entre soit les laisser cramer, soit trouver une autre solution. Et donc effectivement, donc d'abord il y a moins de parcs, les plantes sont bien choisies et l'eau, c'est de l'eau réutilisée. Et moi je pense qu'en France, donc, si on se projette dans 10 ans, c'est pas possible qu'on continue à arroser des parcs avec de l'eau potable. Et donc il faudra faire de l'eau, ou soit de pas en avoir, soit de la deuxième vie, une deuxième vie de l'eau, entre guillemets. Le vin, d'ailleurs, est également irrigué avec de l'eau. Ça, ils ont le droit de le faire en Australie. En France, on ne peut pas. Si on prend encore plus de recul, on doit également innover dans nos modèles financiers. En France, l'eau paye l'eau. Et donc, ça veut dire que quand vous consommez 1 mètre cube d'eau, vous payez en gros 4 €, et il y a une bonne partie de l'argent qui arrive donc soit chez les exploitants ou les collectivités ou l'agence de l'eau pour réinvestir sur les réseaux. Et notre objectif, ça va être de faire baisser la consommation puisqu'il y a un stress hydrique. Et donc en fait, les recettes vont diminuer si on est tarifé au mètre cube. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un sous-investissement dans les réseaux d'eau puisqu'il faut accélérer. Et donc le modèle, il ne marche plus. Donc on a également de l'ingénierie tarifaire, de l'innovation réglementaire, mais également ingénierie tarifaire. Donc besoin de nouvelles idées. En tout cas, Suez est intéressé. On travaille pas mal avec vous, avec des fonds. Et les bonnes idées venez nous voir. C'est un sujet très large. On a des besoins un peu de tous. Je pense que le tour de table, il est bien. Les pouvoirs publics, les start-up, les sachants de la géologie. Merci beaucoup, Jérôme. Vous voyez, on est passionné, donc bavard. Donc on va passer à... Je vais passer la parole donc, à Kevin Nirsimlo. Donc, je vous rappelle, Kevin est directeur marketing prospectif chez Altereo, qui est une société d'ingénierie, de conseil d'édition de solutions digitales en lien avec l'eau, la ville et les territoires. Donc, on va parfaitement compléter un peu notre panorama. Kevin, écoutez, est-ce que vous pouvez nous témoigner, donc effectivement, parfois, vous connaissez bien le monde des collectivités, mais de la difficulté que peuvent avoir les collectivités à se projeter, à anticiper les conséquences du changement climatique, à acheter l'innovation. On sait que l'achat de l'innovation par les collectivités, c'est un sujet compliqué. Donc voilà, on est preneur de votre vision de ces enjeux. Et puis, il y a une deuxième petite question complémentaire. Vous êtes également éditeur de solutions digitales, des choses intéressantes qui ont été faites par Altereo dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la data. Je suis preneur de quelques mots éventuellement de votre expérience et du potentiel de développement autour de la data, l'IA et la transformation numérique. Et je vous passe le flambeau. Très bien, merci Hervé. Bonjour à tous. Je vais reprendre là, je vais rebondir sur la dernière question pour compléter la présentation d'Altereo et rebondir sur Jérôme de Suez également. On est, nous, chez Altereo, une entreprise labellisée Green Tech et Innovation, justement pour cette technologie. On est un exemple d'entreprise qui avons cette technologie de pouvoir utiliser, mettre à profit l'intelligence artificielle pour prédire
les risques de casse de réseau d'eau et donc aller savoir où il faut placer cet euro pour renouveler le plus efficacement possible sans pouvoir regarder, voir ces réseaux. Voilà, donc ça c'est pour compléter le sujet. Donc cette technique existe depuis pas mal d'années, elle s'améliore, elle se développe. Et là, on rencontre justement la difficulté de mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est pas nous, c'est pas les entreprises. Nous avons les innovations et on se heurte à l'obstacle de la capacité à acheter l'innovation de la part des collectivités. Pour ce type de technologie, que ce soit Suez ou nous, le seul acheteur, le seul client, c'est la collectivité. Et la collectivité doit demander cela. Or, aujourd'hui, avant même de parler de marché public ou de formes réglementaires ou d'achat public, etc., il y a la volonté qui n'est pas souvent au rendez-vous. Aujourd'hui, on travaille avec une poignée d'acteurs, c'est-à-dire si vous faites de l'innovation, on est dans les early adopters, les premiers qui sont curieux et qui veulent tester, qui prennent des risques, mais le gros du marché n'est pas du tout là. Et je suis sûr que vous partagez, même quand vous négociez un contrat de DSP, c'est les premiers trucs qu'on doit vous faire sauter, malgré les plus belles offres du monde. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Et c'est déjà un peu trop tard parce que le monde est en train de changer, j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, on manque, il y a très peu d'appels d'offres qui demandent des choses qui sortent du cadre. On prend un cahier des charges d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 20 ans, globalement, en termes d'attente, surtout sur ce qu'on appelle un marché, une prestation classique, c'est-à-dire une étude de planification d'eau, une étude stratégique, un schéma directeur, etc. Là où l'innovation arrive à se placer, c'est les nouveaux, là, les startups, les petites, qui inventent des choses là où il y a des trous. Les solutions pour les îlots de chaleur, les canopées, les toits végétalisés, des choses qui n'existaient pas avant. Ah, c'est nouveau, c'est marrant, on va essayer. Donc voilà, ça marche. Mais changer un métier classique qui se pratique depuis 50 ans d'une certaine manière et dire aujourd'hui, il y a des trucs nouveaux qu'on peut faire différemment, on peut aller plus loin, ça a beaucoup de mal à percoler. Et nous, on subit ce que demande un cahier des charges. Donc là, on a beaucoup de mal à porter cette innovation sur le marché des collectivités. Et on a aussi beaucoup de mal à dialoguer avec les collectivités parce que, par définition, une collectivité, ça ne dialogue pas. Ça se cache derrière un cahier des charges. Il y a très peu de sourcing, très peu d'échanges, etc. Et démarcher commercialement une collectivité, c'est pas si simple parce que c'est souvent pas si bien perçu que ça. Il n'y a pas des gens disponibles tout le temps. Ils sont sursollicités de partout. Donc, on a un gap là entre l'existence de choses, de solutions dans les pépinières, dans les startups, dans les entreprises, et les gens qui vont les mettre en œuvre, hormis des collectivités très pionnières. Et heureusement qu'il y en a pour nous soutenir et nous porter. On a parlé hier, aujourd'hui, je ne sais plus, des réglementations aussi. Mais oui, les marchés publics facilitent aujourd'hui l'innovation. Il y a les décrets d'achat innovants, etc. Jusqu'à 100 000 €, une collectivité peut choisir de faire un marché d'innovation avec une entreprise sans publicité ni mise en concurrence. Ça existe. Dans la plupart des cas, on a une surtransposition interne à la collectivité qui fait que le service juridique va dire non, n'importe quoi. Chez nous, c'est 4 000 € maximum. Au-delà de ça, il faut 3 devis, etc. Donc, la réglementation, elle existe et elle est souvent contrecarrée par des règles internes. Ah, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est 25 000 € ou chez nous, c'est toujours 3 devis. Donc, c'est pas si évident que ça à faire sauter les comportements des services publics, avant même de parler des comportements, de l'acceptabilité des citoyens, qui va être un gros sujet sur la reuse, qui n'existe pas encore à mon avis, parce que ce n'est pas encore un sujet public. La réutilisation des eaux usées, c'est dans le milieu, là, pour l'instant professionnel, ça émerge. On n'en parle pas encore. Et puis, autre chose, effectivement, un service d'eau, ça a été dimensionné pour fonctionner sur des recettes stables, croissante,
pour s'autofinancer, payer ces renouvellements d'infrastructures. Or, je ne répète pas ce qu'on a dit, on a un mur d'investissement qui arrive dans les prochaines décennies, et on a une sobriété hydrique qui est dans l'air du temps, depuis économiser l'eau, les appareils plus économes, tout ça. La facture d'eau, enfin le volume d'eau consommé, le mètre cube d'eau, il diminue naturellement. Ça, c'est une sobriété choisie, l'écologie que vous avez à votre niveau. Et après, on va subir une sobriété forcée aussi, parce on a déjà des sécheresses l'été, vous l'avez vu, c'est l'été dernier, dans beaucoup de communes qui étaient dans le rouge. Ça va s'aggraver. Les sécheresses d'hier, c'est pas les sécheresses de demain. Donc on est dans un contexte de dérèglement climatique, ce qui m'amène aussi à dire qu'on ne peut plus rester sur une ingénierie classique, une planification classique. Tous les modèles, même de prospective ou de prévision, basés sur le risque ou la projection d'un scénario, que ce soit la démographie, la pluviométrie, la recherche de nappes, la température, etc. Tout ça est en train de voler en éclats, même si on a des prévisions plus 1 degré ou plus 4 degrés à tel horizon, c'est pas sûr. Aujourd'hui, il faut apprendre à planifier, à faire de l'ingénierie dans un contexte d'incertitude profonde. Et c'est des sujets sur lesquels on est en train d'aller. Et ça fait partie, là, quand Hervé Gaborio disait que l'innovation, elle est multifacette, il y a non seulement la technologie, la réglementation, l'économie, le social, mais il y a aussi l'incertitude qui fait qu'on ne peut plus dire dans 30 ans, oui, dans 30 ans, j'ai 5% de population en plus, et la demande en eau, elle va baisser comme ça, 1% par an, et on va consommer moins d'eau, etc. Non, dans 30 ans, je ne sais pas combien de gens j'aurai sur tel territoire, pour des raisons climatiques, et qu'est-ce qu'on aura comme précipitation, comme météo, comme usage, etc. Donc, il faut apprendre à planifier avec non seulement une courbe de projection, mais un champ de futur possible. Et là, on est dans la science-fiction, mais un champ de futur possible, c'est-à-dire qu'il faut des scénarios qui sont capables de sauter d'une trajectoire à une autre en fonction du point qu'on atteint dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, il faut planifier, se projeter avec beaucoup plus d'amplitude qu'on le fait aujourd'hui, et ça, on n'y est pas du tout encore au niveau des collectivités, pour répondre à la première question. Et on va travailler sur un sujet comme ça avec Bordeaux Métropole, encore eux. Je pense on tient l'exemple que c'est une collectivité très en pointe sur le sujet, avec des équipes du BRGM notamment, pour commencer à explorer ce champ de travail-là. Merci beaucoup, Kevin. Alors, vous voyez, on est passionné, bavard, donc on est passé du vert à l'orange, et je sens que dans 4 minutes, on va passer au rouge. Ce que je vous propose, comme on a été très, passionné, on peut peut-être se laisser 2 ou 3 minutes. Je ne voudrais pas que quelqu'un reparte avec une question qu'il taraude. Éventuellement, donnons-nous le temps si vous avez une question. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment on fait pour les micros dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, poser une question aux intervenants, apporter un témoignage complémentaire? Madame? Allez, je me lance. Les technologies de capture d'eau à partir de l'air, est-ce que c'est envisagé en France? Je ne sais pas répondre. Monsieur l'ingénieur. Oui, l'ingénieur. Non, alors c'est pas des choses que nous on regarde, parce qu'en termes de volume d'eau, et en France, en fait, on a de la chance d'avoir en fait des ressources qui sont accessibles de manière bien plus facile. Donc sur la France, Suez ne le regarde pas, ça je peux vous le dire, peut-être d'autres. C'est regardé dans d'autres, effectivement, dans des pays plutôt en Afrique. Monsieur ou... Je vous remercie par avance, je vais donner contraint par le temps sur des questions courtes. On va essayer de faire des questions tout aussi courtes, des réponses tout aussi courtes. Oui, je voulais savoir quel était l'état des recherches sur les pollutions diffuses, y compris par exemple la diffusion des antibiotiques, des
des souches résistantes aux antibiotiques dans les effluents des hôpitaux, des villes, des stations d'épuration qui vont ensuite à la fois dans les eaux, dans les sols agricoles. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, parce que ça devient un vrai enjeu de santé publique? Je n'ai pas les éléments pour répondre de façon très concrète. Je pense qu'actuellement, on est au niveau des dispositifs de mesure et on est dans une phase de course entre le nombre de molécules qui sortent de l'industrie avec des brevets très innovants, hein, eux aussi innovent, et puis le fait qu'on retrouve ces molécules, les PFAS par exemple, hein, dans l'environnement. Donc actuellement, on essaye de sécuriser tous les dispositifs de mesure avec des normes sur la façon de mesurer dans les différents compartiments de l'environnement. Sur la diffusion, on est plus avancé, mais c'est pas pour autant avec de bons résultats sur les pollutions diffuses par les nitrates. Donc là, c'est un réel problème. Et en 25 ans de politique publique, au mieux, on a stabilisé la situation sur les zones vulnérables. Donc on travaille sur la compréhension. Pourquoi à certains endroits, on voit réellement des améliorations et pas à d'autres. Voilà. Donc ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais sur les molécules venant de l'industrie ou de la pharmacie, on est dans cette phase de mesure. Et sur d'autres types, on est sur plus des actions plus avancées. Je vais vous faire un complément plus rapide. Mon objectif numéro 1, moi, c'est que la R&D et l'innovation se retrouvent dans le business, soit dans les appels d'offres, soit mise en œuvre, donc pour que ça ait un impact. Donc sur l'eau, mon première ligne d'investissement, c'est en fait le traitement des boues. La deuxième, c'est celui que vous évoquez, c'est tout ce qui est traitement des polluants, des polluants émergents, notamment tout ce qui tourne autour des PFAS, qui était un sujet eau potable. Et en fait, on se rend compte que finalement, ça va être assez... Nous, on va y arriver sur l'eau potable, mais en fait, sur l'impact eau usée, ressources, et même dans les domaines des déchets, est bien supérieur à celui qu'on imaginait. Donc voilà, c'est juste ma priorité numéro 2 dans le domaine de l'eau. Une dernière question, madame. Oui, s'il vous plaît. Je voulais savoir si le Conseil d'hygiène publique de France s'était prononcé favorablement sur la reuse. Alors, c'est pas à moi de je vais juste vous dire, avant de se dire on va faire de la reuse pour faire de l'eau de boisson, ce que font certains pays faisons de la reuse déjà pour faire des usages beaucoup plus simples. Et donc l'usage notamment d'arrosage en goutte à goutte de parcs. Voilà. Il y a des pays qui le font, donc si vous allez en Israël ou en Australie, il y a 60% d'eau qui est en reuse, ils vivent très bien. Je vais rebondir sur ce que dit Jérôme. Sachez par exemple qu'il y a un projet, vous pouvez le trouver sur Internet, tout à fait exemplaire. C'est un projet LIFE avec plusieurs acteurs. C'est les Syromonins, pour ceux qui connaissent, les Syromonins qui sont basés à Bourges. Donc ils ont un projet LIFE avec l'OIO, Chemdoc et l'INSA de Toulouse sur le zéro rejet. Ça recoupe ce que dit Jérôme. Là déjà l'objectif, c'est que toutes les eaux autres que celles qui rentrent dans le sirop, que vous allez boire au moment festif, que toutes ces eaux donc, de nettoyage, de fonctionnement, pour qu'on appelle les nettoyages en place, que toutes ces eaux-là soient intégralement recyclées. Donc il y a un site internet qui existe, c'est un projet tout à fait emblématique. Et l'objectif, c'est que la seule eau qui sera prélevée, c'est l'eau qui sera dans le sirop. Tout le reste, ce sera il y aura une boucle de recirculation interne. Un décret qui est en cours de finalisation sur le recyclage de l'eau dans notamment les industries agroalimentaires. Je sais qu'il y a encore des toutes dernières discussions, mais qui devraient sortir incessamment. Oh là, je vois là, on est passé au rouge, c'est terrifiant. Vous avez raison, hein, ça ne bouge pas assez vite, hein, ça c'est certain. Technologiquement parlant, hein, on est capable de vous faire de l'eau potable avec n'importe quel liquide, hein, ou dans lequel il faut qu'il y ait la molécule H2O. Technologiquement parlant, simplement ça va coûter un bras. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le bon usage. Et donc d'adapter en fait la chaîne de traitement pour que ça soit pas trop coûteux. Le problème, pas tant la technologie, c'est vraiment la capacité de la doser pour que ça soit pas trop coûteux et que ça soit accessible. L'eau reuse coûte plus cher que l'eau potable, hein. Généralement, on se dit ah mais je vais faire des économies en faisant du reuse. Non, ça va coûter plus cher. Simplement, ça protège une ressource. Et ça permet de bénéficier d'un parc dans des endroits où il fait chaud, et donc c'est du confort. Mais ces technologies-là coûtent davantage.
Écoutez, je pense qu'on est contraint. Le coup près est tombé. Je ne sais pas, je regarde les collègues d'Ecolab si on a le temps pour une toute dernière question ou pas. Oui? Non? On clôt? Ah oui, allez-y, pardon. Ok, je vous regardais. Bonjour, merci. C'était vraiment très intéressant. Alors moi, je travaille dans un fonds d'investissement. On a regardé pas mal les innovations dans l'eau. Et en fait, on a beaucoup d'idées au début, mais après, en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a très peu d'innovation. Très peu de start-up, très peu de... à part dans les PFAS, peut-être un peu aux États-Unis. Faut se l'avouer, si on prend par exemple Suez, par rapport aux déchets, l'eau, il y a pratiquement pas d'innovation. Les déchets, il y en a beaucoup plus. La question, je pense que vous l'avez abordée, Jérôme, c'est à 4 € le mètre cube. Est-ce que ça vaut le coup d'innover plutôt que de laisser l'eau fuiter 20% qui fuite, mais plutôt que d'investir des millions pour le récupérer et le revendre 4 €, c'est économiquement pas viable. Donc, est-ce qu'on va arriver à innover avec ce prix-là? Mais moi, je pense que les prix de l'eau vont monter parce que, alors d'abord, un service d'eau pas cher, c'est un service d'eau où l'eau avec des fuites. Il faut juste voir, réparer des fuites et avoir des réseaux où on monte les rendements de réseau à 90%, voire 95%, ça coûte cher. Simplement, donc c'est cette prise en compte de l'impact environnemental, de l'impact ressources, qui a une valeur, qu'il faut réintégrer dans le prix de l'eau. Et donc, moi, je suis persuadé que dans 10 ans, effectivement, on aura une gestion de l'eau qui sera un peu plus chère, mais de meilleure qualité, avec des ressources préservées, des parcs avec du reuse, et donc qu'on arrivera. Sur les start-up, on fait autant de prises de participation de start-up dans l'eau que dans le start-up des déchets. Simplement, celles sur l'eau sont plutôt digitales. C'est ce que je vois, en fait. C'est ce que nous, on voit. On voit beaucoup de choses sur, en fait, l'eau, il y a une forte proportion de digital. Merci Jérôme pour ces précisions. Je pense qu'on va s'acheminer doucement, mais sûrement vers la fin de cette table ronde. Est-ce que je pourrais peut-être vraiment 3 mots avant de remercier, procéder au remerciement. Vous l'avez bien compris, les enjeux de l'eau, c'est complexe, c'est empreint d'incertitude, mais il y a un devenir important. Je vous en parle avec les TRIPS, c'est un sujet passionnant. Il y a énormément de choses qui vont émerger, qui vont se développer. Jusqu'à présent, encore très récemment, on ne se posait pas la question de l'eau. Moi, je peux citer un témoignage de quelqu'un que je connais proche. Il y a 10 ans, il y a un journaliste qui dit « Monsieur, alors il s'appelle Pierre. Monsieur Pierre, mais vous nous parlez de problèmes d'eau en France. OK pour l'Afrique, mais on n'aura jamais de problème d'eau en région Centre-Val de Loire. » C'était encore il y a moins de 10 ans. La région Centre-Val de Loire a quasiment tout le territoire, ce qu'on appelle en zone de répartition des eaux, en ZRE, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes sur les ressources en eau. Donc, ce que je veux dire, on l'a vu aujourd'hui, c'est complexe, c'est compliqué, c'est empreint d'incertitude, mais c'est passionnant, il y a un fort potentiel. C'est ça qu'il faut retenir. La deuxième chose, je pense, qui me paraît important, c'est que l'innovation, elle n'est pas que technologique. On a beaucoup parlé d'accompagnement du changement, nouveaux modèles de tarification. On parle de tarification sociétale. On disait on va consommer moins d'eau, mais effectivement, on va peut-être faire payer plus cher à ceux qui ne font pas d'efforts et on va encourager la sobriété. Donc là, l'innovation est plurielle. Le troisième élément que j'ai envie de dire, c'est que Madame la ministre a parlé d'énergie. Quand on regarde bien, en général, optimiser, se poser les bonnes questions sur l'utilisation de l'eau, c'est aussi se poser des bonnes questions en matière généralement d'énergie. Il y a un vrai nexus eau-énergie. Ça concerne des impacts environnementaux. Donc, ce que je veux dire, penser un industriel qui réfléchit bien sur l'eau et sa consommation, c'est un véritable élément de transformation positive de son unité de production. Les gens que je vous ai cités, moi, ceux que j'avais vu témoigner, en général, s'attaquer à l'eau, c'est s'attaquer au problème dans sa globalité. Donc retenons que c'est aussi un levier de performance économique, environnementale et également sur l'accompagnement des salariés, changement de modèle de développement. Voilà, moi, les 3 notions qui me paraissent importantes. Et donc, je ne saurais finir sans remercier très chaleureusement les 4 intervenants de cette table ronde. Donc Pascal Cauzut, Jérôme Bailly, Catherine Lagneau et Kevin Nirsomlo. Remercier aussi chaleureusement l'équipe Ecolab qui nous ont vraiment beaucoup aidés pour la préparation de cette table ronde et puis les remercier pour leurs sollicitations. Et puis je ne saurais terminer, évidemment, remercier l'auditoire pour votre écoute et en espérant vous avoir appris beaucoup de choses et vous montrer que tout ça, c'est un sujet tout à fait passionnant et riche de perspectives. Merci à toutes et tous.